Bonjour, Bonjour. de l'association. Si je peux me permettre, c'est un collectif, c'est pas une association. Donc oui, pas association déclarée, mais collectif, avec quand même des réseaux pour suivre, et puis j'imagine des groupes de discussion. Vous êtes combien? Alors, dans ça serait dur de te répondre parce que c'est aléatoire, ça dépend de la mobilisation des parents, des familles, mais il y a au moins 10-15 familles en lien. Donc 10 familles contre le placement abusif. On s'était rencontrés avec Radio Libre en Périgord, avec d'autres collègues, pour la caravane Move Enfant, qui est passée d'abord à Boulazac, et puis ensuite à Vert, en Dordogne. Move Enfant qui a pour but de faire parler, donc donner des témoignages sur les violences sexuelles contre les enfants. Et donc tu as croisé en studio aussi notre animateur de l'émission Famille Justice Enfance, Stéphane Lambert, qui est là aussi en studio. Bonjour. Et qui connaît bien le sujet, puisque vous vous êtes déjà vu dans les émissions, Oui. 2 émissions que vous avez enregistrées ensemble, avec Famille Justice Enfance. Oui, on se connaît avec... Donc déjà, je connais la situation, ce qu'elle fait, une partie des personnes concernées. Et c'est effectivement un sujet qu'on a, cas concret, qu'on regarde régulièrement dans l'émission, que ce soit d'un côté universitaire, sociologique, d'expérience, de retour d'expérience. Ouais, c'est un problème de fond actuel. Ouais. Donc dans le collectif, Oui. on pourrait se poser la question au début, avec Move Enfant, pourquoi il y a forcément des violences sexuelles pour les enfants qui sont placés, plus particulièrement. Alors, si je me suis déplacée dans le cadre de la caravane Move Enfant, c'est parce que, évidemment, c'est une nécessité d'intervention déjà sociale, c'est-à-dire qu'on a rappelé lors de cette journée, donc je le redis, que toute personne a le devoir de dénoncer un crime ou un délit qui est fait sur un enfant, un mineur. Par le moyen le plus adapté, on dira, c'est au moins de faire un dépôt de plainte, au moins d'aller en gendarmerie ou de se rapprocher de ou le 119. Pourquoi j'ai été à cette journée? Parce que moi, je suis une victime. Quand j'avais 12 ans, j'ai été victime d'une violence sexuelle. Et aussi parce que il est utile au collectif de faire le lien avec les associations locales et les professionnels du département. Et je pense que j'ai eu bien raison parce que ça m'a permis donc de rencontrer l'association Les Yeux Grands Ouverts de Périgueux. Qui était présente à la caravane Move Enfant. Qui était très présente, qui a participé à l'organisation de ces journées avec Arnaud Gallet. Et c'est hyper important, je crois, que les familles, les habitants de Dordogne sachent que cette association existe pour accueillir, écouter, informer, accompagner les personnes qui sont victimes d'une part des violences intrafamiliales et d'autre part des violences faites sur mineurs. Donc si quelqu'un est victime d'un inceste, d'un crime, d'un délit ou est témoin, en fait, voilà, il peut s'adresser déjà à l'association Les Yeux Grands Ouverts. Et d'un autre côté, je rappelle qu'il y a l'UAPED à Périgueux, qui est l'institution médicale qui accueille les victimes aussi, les mineurs victimes. Et qu'est-ce que vous faites concrètement alors, dans le collectif? Alors, depuis le décès de Méziane, nous sommes en stand-by parce qu'évidemment, c'est un choc déjà de vivre un deuxième suicide d'un jeune enfant placé. L'été dernier, il y avait la jeune Carla qui s'était suicidée avec des médicaments. Pour moi, c'est grave parce que la maman de Carla m'avait appelé à l'aide quelques mois avant. Elle m'avait demandé si on pouvait faire quelque chose pour recréer du lien entre elle et sa fille, pour s'assurer que sa fille aille bien. Moi, j'étais impuissante, j'avais pas de moyens de contacter Carla, je la connaissais pas. Et pour Méziane, c'est immensément grave puisque ça crée un état d'impuissance et de détresse. C'est une affaire encore en cours par rapport à Méziane. C'est difficile d'en parler ouvertement parce qu'il y a des instructions. L'affaire n'est pas terminée. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire extrêmement grave. On a tous été très très choqués par rapport à ça. Méziane, là, c'est un excellent point de transition pour revenir sur la question que tu as posée au départ. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes sexuels avec les enfants placés? C'est qu'un enfant, une fois qu'il est arrivé au niveau des services sociaux, qu'il est en bout de chaîne, il n'a plus de droits. En fait, quand on constate qu'il n'est plus protégé, qu'il n'a plus de droits. C'est-à-dire qu'on porte plainte pour ci, pour ça, et au bout de l'instruction, il va en foyer. Une fois qu'il est en foyer, s'il se fait agresser, tu portes plainte et tu fais quoi? L'agresseur, une fois qu'il est en foyer, tu portes plainte contre lui, t'en fais quoi? Il n'a plus de personne pour se protéger, pour le protéger. Alors déjà, mais même ça, après, si tu veux, comme il est sous la responsabilité de l'institution, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes financiers, il y a des études qui montrent que plus de la moitié des enfants placés ont été abusés sexuellement. Tu as un rapport Santiago qui est paru il y a quelques mois, qui est absolument désastreux par rapport au travail de la protection de l'enfance. Et on se rend compte que... Les études, c'était lesquelles, celles avant Le fait que 50%, je crois pas,
me contredira sur ce point. On en a parlé assez régulièrement, je crois que j'ai même fait une émission sur le sujet. 50% des enfants placés à l'ASE ont été confrontés à des violences d'ordre sexuel. Il me semble que c'est sur le rapport Santiago qui est actuellement disponible sur le site de l'Assemblée nationale, donc c'est pas un site complotiste, c'est une commission parlementaire. Et nous, de manière observationnelle, on est obligé de constater qu'un enfant, une fois qu'il a été enlevé, soustrait à l'autorité parentale de ses parents, n'a plus aucun droit. Il interrompt ses activités extrascolaires, son suivi médical est interrompu, l'orthodontie est interrompue. Si jamais on lui fait quelque chose, il peut pas se plaindre, les gens ne le savent pas, il devient un citoyen de seconde zone. Voilà, j'en profitais pour dire cela. Il y a deux choses. Il y a deux possibilités majeures. C'est soit l'enfant a été exposé à des violences ou violences sexuelles dans le cadre familial, donc c'est logique à un moment donné. La logique veut qu'il soit protégé. Isolé. Il va donc normalement, la logique voudrait qu'il soit extrait de ce milieu, le milieu incestueux, le milieu ultra-violent. Bien évidemment que là, on attend de l'ASE, n'est-ce pas, des services sociaux et de la justice qu'ils interviennent. Or, on sait que ce n'est pas le cas, puisqu'on sait que seulement 3% des agresseurs seront condamnés, des agresseurs d'enfants. Ça, ce sont les chiffres de la justice. Je suis très, très, très critique par rapport à ces chiffres, par contre. Donc, je pourrais expliquer pourquoi, mais je suis extrêmement critique. En tout cas, le cheminement est compliqué. Il faut amener la preuve. Déjà, c'est normal, il faut matérialiser la preuve, il faut pouvoir la démontrer, la montrer. Donc, et ça, on sait que c'est une réalité. Un enfant sur 10 est exposé à une violence sexuelle. C'est énorme. C'est ce que nous dit Arnaud Gallet. C'est hyper important. Un enfant sur 10 est potentiellement déjà un enfant victime d'un inceste ou d'un abus sexuel dans la famille. Donc c'est 2 enfants par classe, oui. Un peu plus. Et après, ce qu'a dit Stéphane, c'est important aussi. Pourquoi moi, je me suis déplacée pour cette journée ? Parce que, par exemple, l'affaire de qu'on avait médiatisée sur notre Facebook, qu'est-ce qu'a dit ouvertement ? J'ai été abusée sexuellement dans un foyer. Donc nous ne sommes pas dupes, nous savons très bien que ça arrive dans des foyers de notre territoire ou du territoire girondin voisin. Ou dans le foyer concerné, tous les enfants ont des histoires d'autres sexuelles d'ailleurs. Mais du coup, c'est pas OK pour nous. Nous, mais évidemment, le collectif, ça nous mobilise. Et tout le monde, tous les Français qui sont au courant maintenant de ce qui se passe dans les foyers, c'est évident qu'il y a une montée de la société civile pour dire c'est inentendable qu'un enfant soit violé sur un lieu d'accueil de la protection de l'enfance. On est d'accord, c'est inadmissible, ça ne devrait même pas être envisageable. Ce sont des lieux de protection, de repli, et qui sont censés permettre aux enfants une transition, puis une reconstruction s'il n'y a pas de retour dans la famille. Donc là, c'est l'inverse. On extrait des enfants. Nous, on dénonce les placements abusifs qui sont estimés à la moitié aujourd'hui, puisqu'on pense que la moitié des placements d'enfants sont motivés, ou le départ de l'affaire, c'est du conflit parental. Donc on n'est pas sûr de la violence, de la maltraitance, du viol, de l'inceste. C'est très grave. Donc nous, on se questionne comment des enfants peuvent être extraits de leur famille parce qu'il y a un conflit. Le conflit dégénère, ça ne va pas entre les deux parents, où ils sont en train de se séparer. Comment on peut placer autant d'enfants sur de tels motifs alors que des enfants qui sont incestés ne seront jamais protégés. Et pourtant, les instituts qui étaient là lors des journées avec la caravane Move Enfants ont bien dit, quand ils tentent d'alerter, des fois, il ne se passe rien. Et nous aussi, on est témoins de ça. On sait que plein de fois, des professionnels sonnent des alertes et rien ne se passe. Donc pour moi... Pour une question de preuve. Je ne saurais pas... C'est complexe, mais tu as compris, c'est inentendable. On ne peut pas nous dire d'un côté, il n'y a pas assez de moyens dans les ASE et à la protection de l'enfance, et de l'autre côté, prendre en charge des enfants sur des lieux d'accueil, au lieu de les laisser dans leur famille ou chez un tiers digne de confiance ou quelqu'un de la famille. Et à côté de ça, c'est une catastrophe dans les foyers. On est sur un taux entre 30-40% des enfants dans des foyers, vivent une agression sexuelle. Donc c'est inentendable pour nous. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'elle l'a très très bien résumé. Il faut effectivement s'élever contre les enfants qui sont victimes de violences sexuelles dans leur famille ou dans leur environnement de vie. Il faut s'élever contre la défaillance totale de l'aide sociale à l'enfance. Mais quand on dit tout ceci, il faut aussi éviter la surréactivité qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un interventionnisme d'État qui est irréaliste. Il y a des gens qui vont venir pour rien. Là, encore il y a quelques jours, là, je parlais avec une grand-mère qui pleurait parce qu'elle ne voyait plus sa petite-fille, parce que séance de chatouille, papa, il jouait avec l'enfant, puis il lui fait une bise sur la fesse et autres. Et puis, l'enfant répète ça à son institutrice. Puis bon, voilà, et les services sociaux viennent, comment ça ? Un bisou sur la fesse, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Petit vélo, montée en pression, tout ça, placement de l'enfant dans un foyer. Études, il faut savoir qu'une enquête, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient regardé comme enquête ? Une enquête, ça prend 2, 3, 4 ans, ça consiste en 2-3 coups de téléphone, 4 ou 5 entretiens, un pédopsychiatre qui vient, rupture de lien par rapport avec l'enfant dans un foyer, l'enfant agressé, devinez-le, sexuellement. On ne peut pas non plus entendre ça. Alors, quand on demande
plus de moyens pour l'aide sociale à l'enfance, c'est pas la bonne question. On demande un meilleur travail de l'aide sociale à l'enfance. On demande une intervention qui soit effectuée auprès des enfants qui le nécessitent et qui le méritent. Et moi, je vais rajouter une troisième chose. Il faut éviter de mettre de l'émotivité, de mettre de l'émotion et de l'idéologie dans le droit. La famille est devenue aujourd'hui en France le seul lieu, le seul centre où la présomption d'innocence n'existe plus, mais où il n'y a plus que la présomption de culpabilité. Sous la pression des médias et de certains lobbies, les définitions de violence éducative ordinaire ont tellement augmenté que 80% des familles peuvent être susceptibles d'être embêtées, gênées, attaquées à ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Attends, c'est très important ce qu'on est en train de dire. 80% des familles françaises sont vulnérables potentiellement aux services sociaux qui viendraient leur piquer leurs gosses. Et comme la loi Santiago 2024 dit, en cas, ça peut aller très loin, hein, en cas effectivement d'enquête ou de soupçon de violence sur un enfant, les droits parentaux sont interrompus le temps de l'enquête, c'est-à-dire plusieurs années. Et pendant ce temps, on met les enfants dans des endroits qui vont mal. Alors, l'État qui fait plus son boulot, la délégation au département sans centralisation, l'hystérie ambiante partout qui dit que la famille est devenue un lieu absolument invivable. Enfin, on s'interroge un peu. En tout cas, clairement, on peut faire mieux que ça, quoi. Et j'ai 2 choses à vous livrer. Moi, j'ai accompagné personnellement une maman et son enfant pour l'audience avec des gendarmes. Le petit, je ne vais pas dire les noms parce que... Mais, donc, moi, je suis témoin qu'il y a un enfant qui a bel et bien été violé par un assistant familial ici en Dordogne. Bon, je suis cool, je ne dis pas plus, mais donc c'est réel. Cela peut arriver, ça peut être... Voilà, c'est un sujet qui est complexe, qui est fin, mais pourtant on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, comme si on n'entendait pas. Et bien sûr que moi, j'essaye de faire les liens entre... Si, imaginons, le parent, lui-même, il a été abusé enfant. Personne n'a jamais pris soin de lui. Jamais personne n'a senti. Il n'a jamais eu aucun moment thérapeutique pour lui par rapport à l'abus ou l'acte transgressif qu'il a vécu. Mon intuition me dit que ce parent, dont je fais partie de ces cas-là, ce parent est d'autant plus en fragilité plus tard et peut être concerné par de nouvelles situations d'abus. Ah, dis pas ça trop fort, vont te piquer ton gosse encore. Je pense que moi, personnellement... C'est une question de transfert en psychologie. Exactement. Moi, je pense personnellement que si j'ai eu mon fils placé, si je me suis retrouvée dans une situation d'emprise psychologique et de relations violentes, c'est parce que à 12 ans, j'ai été abusée. Voilà, c'est ma théorie. En ce moment, je creuse là-dedans, je cherche là-dedans. Et c'est pour ça que j'essaie de faire les ponts entre les traumas, la traumatologie, les violences sexuelles sur mineurs et le placement abusif. Je pense qu'il y a des gens qui vont me comprendre, qui vont comprendre la subtilité, mais l'essentialité de comprendre que quand on n'a pas soi-même été protégé et qu'on n'a pas eu l'explication sur ce qu'on a vécu, mais si les sociaux débarquent dans notre vie d'adulte et que tout ça, on n'a pas pu le faire, les services sociaux arrivent... pour un danger évoqué dans la famille, bah évidemment que c'est hyper violent parce que nous, on se fait mal voir en tant que parents. Il y a une énorme honte et une culpabilité d'être suivi par les services sociaux. Et en plus, quand on a notre enfant placé, c'est un trauma qui est tellement grand, c'est un traumatisme hyper envahissant qui fait qu'on n'est plus en capacité de traiter nos traumatismes d'avant. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que les services sociaux nous demandent, lorsque nos enfants sont placés, de travailler sur nous. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande de travailler sur nous, de nous repositionner, de nous décaler, de revoir notre manière d'agir. Mais sauf que comme nos enfants, quand on a un enfant arraché, qu'on ne le voit plus qu'1 heure par semaine, dans un format de prison, qui est la visite médiatisée, on ne peut pas guérir des traumas d'avant. En fait, notre psychisme, il est envahi par ce traumatisme actuel. Donc ça empire la situation. Exactement. Donc c'est un non-sens pour moi que les services sociaux, les éducateurs nous demandent aux familles. Je le sais puisque je suis quand même pas mal de dossiers. Je sais ce qui est demandé aux parents. On leur demande de se décaler, de renouveler leur positionnement. Et moi, je suis d'avis que tant que le lien d'attachement n'est pas repris, n'est pas de nouveau sécurisé et réel et actuel, le parent, il peut pas guérir. Voilà, ça c'est mon nouveau postulat. Donc je le partage avec vous. Je pense, c'est un appel que je lance, mais je le garde pour plus tard encore pour le département ici. Si on ne va pas vers le respect des liens d'attachement, le respect des liens parents-enfants positifs, si on ne met pas en valeur le positif qu'il y a dans les liens d'attachement, même si le parent, attention, le parent peut être négligent à un endroit. Par exemple, il y a un endroit, il ne va pas assurer. Je prends un exemple, le parent est toujours en retard. Voilà. Le parent, il est en retard. Mais ça, c'est pas un danger. Mais avec les services sociaux, on a droit à des choses comme ça. J'ai eu droit. Donc c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. J'envoie le message, j'espère qu'il sera entendu. Nous, les parents d'enfants
déplacé, arraché, on ne peut pas guérir tant que notre enfant il n'est pas revenu. Ce n'est pas possible. Et en proportion, alors dans le collectif, c'est plutôt donc des parents qui ont des enfants placés, qui viennent. Il n'y a pas d'autres cas de figure? Nous, on a des grands-parents qui viennent vers le collectif. On a même des grands-parents qui nous appellent à l'aide parce que leurs petits-enfants ont été adoptés. Et c'est trop tard. Après placement, adoption avec une autre famille. Oui. Parce qu'il y a des problèmes qui se greffent à tout ça. Quand je parlais d'idéologie, je parlais de lobby. Il y a aussi dans le fait que l'intrusion d'État, effectivement, comme a dit Audrey, endommage. C'est-à-dire qu'en fait, on vient s'occuper des enfants avec une violence inouïe. On ne prend absolument pas, on ne prend pas compte, on ne prend pas attention aux parents. On ne prend pas forcément attention aux effets sur les enfants. Mais en plus, derrière, on retrouve, il y a plusieurs forces qui sont en interaction, mais il y a des gens qui veulent que la primauté biologique soit remise en cause et que la protection des enfants ne dépende plus forcément des parents et de l'autorité parentale telle qu'elle existe, mais revienne à l'État. Et derrière, il y a effectivement une volonté aussi de rendre adoptables des enfants que l'État estimerait ne pas forcément être là au bon endroit, au bon moment. Ouais, ça pose question aussi, ça. Oui. Le fait d'enlever les enfants à leurs parents, l'État prend de plus en plus l'initiative et de plus en plus de moyens de faire des dénonciations, des informations préoccupantes et autres. Le procureur ne passera jamais à côté, il prendra jamais le risque de ne pas le faire, le JDE non plus, les assistantes sociales qui viennent faire les enquêtes sous administratifs, qui n'ont pas de véritable connaissance dans le social, qui ne travaillent pas, ces gens ne travaillent pas forcément ensemble. Donc déjà, il y a un danger, une mise en danger de 80% des familles françaises qui sont susceptibles de voir leurs enfants retirés pour des principes de violence éducative ou alors dirais-je, de handicap ou de difficultés passagères. Et à côté de ça, tu as des gens qui veulent que les enfants placés deviennent adoptables. Je suis désolé, hein, c'est factuel. Hein. Parce que c'est la solution la plus sécurisée de... Oui, enfin ça marche pas. Hein. Moi je suis désolé. Hein. Socialement, quand on regarde au niveau de l'histoire, le meilleur environnement pour l'enfant, c'est la famille traditionnelle. Hein. C'est là que ça a fonctionné le mieux. Et donc il y a une question de rédemption de la famille après preuve de méfaits quand même, parce que tu le disais, avant un placement, il y a quand même pas mal d'opérations, de procédures. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comme le disait Stéphane, il y a quand même plusieurs rencontres, des experts qui viennent. Ce n'est pas vrai. Moi, je peux te donner l'affaire de mon... Ça a eu été, mais ça n'est plus. Ça n'est plus vraiment. Alors, tu as déjà l'ordonnance de placement provisoire. Donc, un enfant, il peut urgemment être sorti de sa famille, extrait pour 10 jours maximum. Déjà, juste en urgence. Parce qu'il y a un institut qui a dit un truc, ou une infirmière, ou un voisin. Déjà. Voilà. Donc, moi, je l'ai vécu. Mon fils avait 28 jours. C'était un nourrisson. Donc, je sais ce que ça fait 10 jours d'OPP. Tu étais encore en train de l'allaiter, ou d'ailleurs? Bien, et c'était un bébé allaité, bien sûr. Et ils n'ont que faire. Ils viennent et hop, on arrête l'allaitement et on le met, voilà. Okay. C'est traumatisant, on est d'accord. Absolument. Ensuite, le placement de mon fils qui a duré 1 an. Regarde, écoute, c'est très simple. Il y avait 1 an et demi de rapport éducatif sur moi, 1 an et demi de Girondin qui disait la relation mère-enfant, très bien. Rien à dire, rien à signaler. Pas de danger, madame est adaptée. Madame est adaptée, madame sait proposer des activités adaptées, madame est totalement autonome dans les gestes du quotidien avec son bébé. Pendant 1 an et demi, il n'y a que des rapports positifs sur moi, sur ma personne et sur la relation avec mon fils et sur mon fils aussi. Mon fils, très bien, il grandit bien. Pas de retard, n'est-ce pas? Pas de retard de développement, pas de handicap, pas de trouble, rien. Tout va bien pendant 1 an et demi. 1 an et demi de rapports positifs sur moi. J'arrive en Dordogne. Je bascule, je porte plainte contre le père de mon fils, je fais l'acte, c'est-à-dire je fais un acte, je décide de le quitter, je porte plainte contre lui, je reviens chez mes parents, on revient à zéro, je repars dans une nouvelle vie seule, je trouve un appartement, j'ai une voiture, je trouve l'école pour mon fils, c'est-à-dire que je suis capable de démontrer qu'en moins d'1 mois, j'ai trouvé des solutions. Et administrativement, c'est lourd, oui. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour mon fils. On va me prendre mon fils... sur la base d'une expertise psychiatrique qui avait été demandée 1 an et demi avant en Gironde par la juge de Bordeaux, qui ne tombe que maintenant, tu vois le délai, le temps que l'expertise arrive et machin. Oui, et moi, on va ça pose problème. Et moi... Le délai de la justice pose problème. Oui, tu vois, c'est problématique. Il va vite. On avait 1 an et demi de rapport positif sur moi en Dordogne. L'AEMO de Gironde a proposé à l'AEMO, je ne vais pas dire votre nom, je suis sympa, ils leur ont proposé de leur envoyer. Les éducateurs de Dordogne, ils ont même pas répondu. Hein, ça les intéressait pas de savoir ce qu'il y avait dans 1 an et demi de rapport sur nous. Ils ont vu quoi? Oh, expertise psychiatrique qui dit un trouble psychiatrique. Terminé, basta. Au revoir. Et c'est comme ça qu'ils ont pris de force mon fils. Sur une expertise psychiatrique, sur un papier de quelqu'un, d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui m'a vu 1 fois 45 minutes, 1 an et demi avant. Donc là, je peux te dire, ce n'est
pas sérieux, ce n'est pas déontologique. Cette femme ne m'a jamais demandé si j'avais des documents médicaux, si j'avais des bilans psycho. J'avais tout, j'aurais pu tout lui mettre devant le nez. Elle n'a rien demandé. Elle a été payée pour ça. Moi, j'appelle ça un faux. Surtout qu'en plus, tu as fourni après des études qu'il a contredisé complètement. Et bien sûr, par la suite, pourquoi... Est-ce qu'elle est débordée de travail, cette personne aussi? C'est parce que il y a un problème dans la justice. Ce qu'elle fait, c'est bidon. Il y a une médiocrité générale de la justice aujourd'hui. Quand tu es un expert pour la justice, c'est tout simplement soit que tu n'as pas de travail, soit que tu es débutant, que tu n'as pas de clientèle, parce que l'État te paye tellement mal. On commence à 250 €, une expertise psychologique. Quand tu vois C'est quoi la solution? Est-ce que c'est plus d'argent dans la justice pour déjà, c'est mieux d'argent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de médiocrité dans les informations qui sont remontées. Les solutions, moi j'en ai écrit un bouquin, quelques mois, à la suite des élections européennes, qui était Propositions pour la protection de l'enfance et autres. Une des grandes propositions, c'est la formation et le brassement des intervenants. Les assistantes sociales qui viennent chez toi, qui viennent faire une inspection, qui te consacrent 1 heure comme ci, comme ça, tu n'as absolument aucune garantie qu'elles aient des enfants, tu n'as absolument aucune garantie qu'elles aient de la maturité, elles n'ont pas été évaluées de la manière dont elles vont t'évaluer toi, et elles n'ont jamais mis les pieds dans un foyer, si tu veux. Moi, j'ai un JDE qui m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'on faisait dans un centre médiatisé. Ces gens ne travaillent pas ensemble, juste des enfants. Voilà. Donc, il faut brasser les intervenants, et puis l'État ne peut pas être un éducant pour les enfants. L'État doit réserver... c'est comme quand tu envoies l'armée faire la sécurité dans les rues, si tu veux, ils sont pas là pour ça. Tu envoies l'État s'occuper de l'éducation des parents défaillants dans les cas où les parents sont vraiment défaillants, lorsqu'ils sont morts, lorsque les enfants sont vraiment massacrés. Autrement, tu dépenses pas 8 000 € par mois pour mettre un gamin quelque part, mais tu mets 8 000 € par mois dans la famille pour aider la famille, pour assister la famille, et ça marchera tout de suite beaucoup mieux, si tu veux. C'est pas une question de budget, c'est une question d'utilisation de budget. Oui, le même argent est dépensé. Oui, mais... soutenons les familles au lieu de les détruire, et intervenons lorsque vraiment les situations le nécessitent. C'est ça quand même. Et soutenons avec les professionnels le collectif, vous êtes d'accord? Plus de formation et donc que l'argent soit dépensé pour aider les familles. Je vais vous faire rigoler. Moi, je suis même pas, quand j'entends, je comprends les professionnels qui disent on aimerait être mieux formés, on est totalement ouvert à être plus formés, notamment sur les violences sexuelles faites sur les mineurs et les violences intrafamiliales. C'est ok, mais moi j'ai envie de dire, mais en fait même pas en rêve, parce qu'en fait ce qu'on vous demande c'est juste de faire votre boulot. Donc déjà s'il vous plaît, faites votre... ça va être dur pour eux s'il y en a qui m'écoutent, ils vont me trouver dur, mais déjà faites votre boulot. Apprenez à lire le code civil, s'il vous plaît, respectez la loi, il y a un code civil, il y a un code de l'action sociale et des familles. Le code de l'action sociale et des familles est très clair, il dit l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé et qui aide et soutient les familles. Alors moi je suis désolée, je suis française, je sais lire le français. Absolument. Donc je le dis, c'est un peu de la provocation, mais est-ce que les éducateurs savent lire le français? Est-ce qu'il y en a un qui a repris le code d'action sociale et des familles au chapitre concerné et qui lit et qui réalise à quel point on n'y est pas là? On n'y est pas du tout. 60% du budget de l'État est mis pour les places en foyer, n'est-ce pas? On paye, là, nous tous, nous payons pour arracher des enfants de leur famille et les séparer, alors que la loi est très claire et dit bien, c'est la prévention qui prime. D'abord, on prévient. Tu te rends compte si on mettait 9 milliards € pour aider les familles en difficulté, au lieu de leur piquer leurs gosses? C'est 11 milliards le budget de la protection de l'enfance en 2023. 11 milliards d'euros. On est entre 9 et 11, mais on a beaucoup de mal à voir les chiffres parce que ces gens-là ne sont pas informatisés. Donc on n'a pas de statistiques autres que c'est publié par le ministère et on les critique un peu. L'adresse vient juste de publier les stats 2023 là ce matin, je crois. C'est pour ça que je le dis. Ils sont montés à 11, c'est ça? À 11 milliards. Là. D'accord. Donc 9, ils sont passés à 11. Ça fait une somme. Attention, on ne parle pas de la politique enfance-famille, que de la protection de l'enfance. Et je vais aller plus loin au niveau politique. On est en mesure d'affirmer aujourd'hui que nous ne sommes pas en train de mener une politique familiale. Nous sommes en train de mener une politique de déstructuration de la famille. Je veux dire, les séparations génèrent des familles monoparentales. Donc il y a un affaiblissement de la posture du père, très clairement, que j'ai traité, moi, très souvent dans mon émission, qui fait ensuite une maman solo isolée. Cette maman solo isolée voit potentiellement arriver les services sociaux. Elle est vulnérable par rapport aux sociaux. C'est effectivement dans ces cas de séparation de familles monoparentales féminines sont issus une grande partie aujourd'hui des enfants qui sont placés. Et l'argent qui est effectué au traitement de tout ceci, si tu veux, déjà est manquant au niveau de la prévention, il est manquant au niveau du traitement des séparations et il est surdonné dans le traitement des effets, c'est-à-dire des foyers, alors qu'il devrait être utilisé justement à maintenir les liens entre les enfants et les parents. Donc, on peut aussi se demander, au niveau global, ce qu'on est en train de faire. C'est une question qu'on peut se poser. Déjà, je disais à ta collègue qu'il faut se rendre compte, je me permets de le dire, les chefs des départements, les présidents des conseils départementaux, comme on dit, sont hors la loi. La loi est très claire s'agissant de la protection de l'enfance.
tout doit être d'abord misé sur la prévention des risques et l'accompagnement et le soutien à la parentalité. Donc moi, je sais lire le français, c'est marqué dans la loi, ça a été rappelé par l'IGAS, on a des rapports de l'Inspection Générale des Affaires Sociales depuis 10-15 ans qui sont hyper clairs. En France, on ne respecte pas la loi. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, hein. Je parle des chefs des départements, je parle des chefs ASE, là, des chefs de service. Moi, je suis désolée, je ne suis pas à leur place, je suis juste une maman. Mais pour moi, c'est pas OK. Quand on prend un poste à responsabilité, c'est clair, c'est beaucoup de choses. Je pense que la moindre des choses, c'est de s'appliquer à respecter le droit. Après, je comprends, hein, ça doit pas être facile d'avoir à gérer un paquebot, un département comme la Dordogne, qui paraît le 2e département le plus endetté de France. On se demande pourquoi. Je vais pas aller plus loin, mais pendant les journées de la caravane Move Enfant, les professionnels étaient d'accord quand j'ai dit on est d'accord qu'il y a clairement un manque de volonté politique, il y a une orientation politique qui n'est pas bonne, et on ne mise pas sur la famille, on ne mise pas sur les compétences des gens, on ne protège pas les enfants, on met rien en place pour protéger des incestes et des viols intrafamiliaux. Et ça, je suis désolée, c'est la responsabilité de notre chef de département et de Madame de Marco. Il faut savoir que lorsque le ministère s'est arrêté et que l'État a donné au département la responsabilité de s'occuper des enfants, je ne suis pas certain que les départements aient été contents de recevoir cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, il y a autant d'aide sociale à l'enfance qu'il y a de départements. Il y a autant de manières de faire qu'il y a de départements. Donc il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de règles au niveau national. On a une matière, si tu veux, une matière juridique et sociale qui n'a pas encore été écrite, qui n'a pas encore été définie, qui n'a pas encore été réalisée. Et le président du département, lui, je ne suis pas sûr qu'il soit très très heureux d'avoir tous ces scandales, d'avoir tous ces problèmes, d'avoir toutes ces épées de Damoclès et ces personnes mécontentes qui sont aussi... Et c'est devenu un enjeu électoral. Alors qu'une centralisation, si c'était les services de l'État direct au niveau national, ça permettrait on de demande comparer la recréation d'un ministère avec des normes. Et quand j'interroge tous les sociaux, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment fait des études, parce que tu as un joli boxon entre des gens qui passent un concours d'attaché préfectoral et autres, et qui ont une vision comptable, et qui ont des fichiers Excel, et qui vont venir donner uniquement leur avis, ou alors leur propre culture, sur telle et telle situation, parce qu'il n'y a pas de règles définies. Il est écrit nulle part qu'il faut faire ceci ou cela de manière nationale. Les sociaux disent, il faut siffler la fin de la récréation, il faut appliquer les règles, il faut appliquer les normes, et il faut avoir une centralisation avec un véritable contre-pouvoir, avec une surveillance des dysfonctionnements, un traçage de l'argent public, et donc un ministère consacré à ça, et non plus un saupoudrage de petites structures locales qui vont gérer les affaires comme elles le peuvent depuis 20 ou 30 ans. Puis est-ce que tu accepterais de débattre avec vos opposants que vous avez mentionnés du coup ? Mais bien volontiers, pour ma part. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a que de la contradiction et du débat qu'on peut faire émerger aussi du positif. Là, ça me semble obligé. Oui, de la même manière, une émission le vendredi à 20h, absolument tout le monde peut venir s'y exprimer. Donc, quel poste en particulier Alors, j'ai arrêté Germinal il n'y a pas très longtemps, en lui mettant un stop en face avec nos flyers. Donc, je le dis ici, moi, je l'ai dit également au directeur de l'ASE de Dordogne, il le sait, il l'a entendu de ma voix. Je pense, tant qu'ils nous ignoreront, nous, le collectif, on n'évoluera jamais positivement. Il n'y a pas de débat On n'est pas encore au stade, nous, d'arriver enfin à un moment d'échange avec le département, ou au moins il y en a eu, hein, on a été reçus une fois. On a été reçus une fois au département. Moi, j'ai déjà été de mon côté. Comme je dis, j'ai arrêté M. Perrault, c'est pas pour rien aussi. Je voulais qu'il sache que du terrain, on peut en faire. Je pense que de nous parler, de nous écouter, ça peut vraiment faire changer les choses. Mais évidemment, si, en fait, en face de moi, il n'y a aucune volonté de faire le bien, j'avoue que ça ne sert à rien, je préfère. Il y a eu une rencontre, et à l'issue de cette rencontre, vous avez conclu sur quoi ? Ça n'a pas été une réunion inutile, quand même. La rencontre, c'était déjà en novembre. Il n'y a pas eu de suite. Nous attendons toujours que le département publie le schéma départemental enfance-famille. Il a quand même un an de retard, notre département. Qu'est-ce que c'est, ce schéma ? Le schéma, ça, c'est, en gros, c'est l'orientation politique choisie par le département pour l'enfance et la famille. Donc pour moi, c'est hyper important. Je n'attends qu'une chose, c'est de voir quel est le travail qui a émergé là des derniers mois de la part de l'ASE, du pôle enfance-famille, parce que j'ai été très claire. J'ai dit, en fait, si on ne crée pas de structure pour accueillir le parent protecteur avec ses enfants, par exemple même en urgence, hein, exemple classique, une maman dénonce de la violence du conjoint, ou sur les enfants, ou sur un enfant.
comme j'ai dit, s'il n'y a pas de foyer pour accueillir les mamans avec des enfants, déménager géographiquement, au moins être mise en sécurité à un rapidement. moment donné, mais ça sert à rien. Tout le reste est du vent. Je leur ai dit en face. Pour moi, ça, c'est des objectifs qui peuvent être définis ça, dans un schéma. Bah oui, c'est fait dans d'autres départements, par exemple. Exactement. Ce genre de ce que je viens de dire, pour moi, c'est un essentiel. Tant que le département met pas le paquet sur préserver les liens d'attachement entre parents protecteurs bienveillants et les enfants, mais le reste, tout ça, c'est du vent. Ça veut dire qu'on passe encore à côté de la problématique. Alors Parce que là, dans ce schéma, on ne sait pas en fait quels sont les objectifs. Pour l'instant, il n'est pas publié. Ils ont 1 an de retard. La Dordogne est un des départements qui place le plus d'enfants. Ok. Donc en proportion des habitants. Ouais. Donc ça nous interpelle. La Dordogne est le 2e département le plus endetté de France. Ça doit nous interpeller. Et moi, je viens là dire au micro que la moitié des placements, attention, c'est peut-être pas des placements qui étaient nécessaires. Donc nous aurions pu faire la moitié d'économies par des mesures alternatives, par des mesures de médiation familiale. J'ai dit à Madame De Marco et Madame Volpato, je leur ai dit, pour moi, il y a 2 choses essentielles. Il faut des lieux d'accueil pour les parents protecteurs bienveillants et leurs enfants qui dénoncent un inceste ou quelque chose de grave qui se passe. Et deuxièmement, il faut absolument tout miser sur la médiation familiale. Il y a tellement de conflits intrafamiliaux, tellement de conflits conjugaux, que c'est là où on doit œuvrer, c'est là où il faut mettre le paquet. Et c'est ça qui peut enrayer aussi, à un moment sur la longueur, ce phénomène. Comme il y a un endettement, en fait, si vous proposez quelque chose de moins cher pour eux, de plus efficace, pourquoi ça n'est pas déjà fait, hein? La question à poser, Stéphane, tu veux Le département dépense des millions et des millions d'euros, effectivement, chaque année, notamment à l'ASD, à APAR et à d'autres structures, pour protéger les parents. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quand même rentré dans cet environnement parce que, en tant que père et en tant que m'étant rapproché de groupes de pairs, je suis aussi obligé de voir qu'il y a une instrumentalisation qui peut exister de la bonne volonté publique et de la bonne volonté des institutions de dénaturer certains dispositifs pour régler des comptes dans des situations de conflit. Par exemple, cette phrase qui est répétée systématiquement, les gens victimes d'inceste sont pas poursuivis, on confie régulièrement l'enfant aux parents maltraitants, je devrais mettre un bémol. Je connais trop de gens qui ont été faussement accusés pour les priver de leur enfant ou pour leur enlever la garde. Ils ont été accusés d'inceste et moi, je n'ai pas du tout vu des institutions qui refusaient de regarder ou qui refusaient d'agir. Moi, j'ai vu des institutions qui leur sautaient à la gorge et qui les privaient de leurs enfants durant plusieurs années pour vérifier ce qui se passait ou pas. Et là, moi, je dis, on fait attention à l'émotionnel. Et ce qui est inadmissible, c'est ce sentiment que c'est le parent qui va se plaindre ou qui va demander de l'aide à l'État, qui très souvent se retrouve, lui, harcelé et victime. Ça, par contre, c'est un schéma que je retrouve. Ce n'est pas forcément le parent maltraitant à qui on confie l'enfant. C'est le parent qui va demander l'aide et c'est sur lui qu'on va taper et on va lui retirer son gamin. Ce schéma, par contre, on le retrouve très souvent. D'où l'intérêt de respecter les règles, de respecter la loi, d'avoir des méthodologies compréhensible. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on s'adresse à ces gens-là, on a l'impression d'être face à un tapis vert où on lance des dés. On ne sait jamais dans telle situation ce qui peut ressortir. Nous avons besoin de rationaliser et de mettre en place des process compréhensibles, justes et équitables. Voilà, pour tout le monde. Si une autre rencontre s'organise suite à cet enregistrement pour avoir ce schéma dont vous parliez, qui soit publié et proposer des solutions, peut-être qui sont moins chères d'ailleurs, vous êtes d'accord pour une autre rencontre pour construire ensemble le schéma avec ces améliorations que vous proposez. Oui. Merci Stéphane. Merci.